Ma patronne, richissime, a tenté de m'humilier devant tout le monde, alors je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Mais au moment où je pensais que c'était fini, elle s'est vengée et j'ai vraiment compris jusqu'où les riches peuvent aller dans la cruauté. À 21 ans, j'ai décroché mon premier job comme nounou, mais pas n'importe quel nounou. Je m'occupais des enfants d'une famille du gratin, le genre ultra privilégié, du top 1%. Je faisais des journées interminables de 12 heures, au point que la famille me faisait une confiance aveugle. Au bout de quelques semaines, ils ne prenaient même plus la peine de cacher leurs bijoux et me laissèrent la maison sans enclencher les caméras de sécurité. Un jour, la mère, Linda, m'a demandé si je pouvais lui organiser une fête. Elle m'a proposé 800 $, j'ai accepté tout de suite. Elle m'a précisé que j'étais invitée aussi, à condition de ne dire à personne que j'étais la nounou. C'était un peu louche, mais j'ai dit oui, surtout que je n'avais jamais eu de copain et que je rêvais de rencontrer un beau mec bien né. Les semaines avant la fête ont été épuisantes. Honnêtement, j'avais l'impression de préparer un mariage. Il fallait penser à tout, des fleurs au vase, des parasols à la couleur des verres. Pendant que je bossais à la maison, j'entendais Linda au téléphone, en train de se vanter auprès de ses copines qu'elle gérait 3 enfants tout en organisant une fête grandiose. Je ne savais jamais ce que ses amis répondaient, mais elle semblait épatée. Ça me tapait un peu sur les nerfs, mais je me disais que la paix valait le coup, alors je laissais couler. Pourtant, à l'approche de la fête, Linda a commencé à changer du tout au tout. Elle me donnait des ordres à la chaîne, m'a même balancé une bouteille d'eau parce que je n'étais pas assez rapide à son goût. Elle, qui d'ordinaire était douce et patiente, était subitement à cran. Un jour, les enfants sont venus me voir en larmes, me demandant pourquoi leur mère était si méchante. Là, j'ai capté que je n'inventais rien. J'ai réussi à les consoler et à les occuper jusqu'à ce qu'ils oublient, et on n'en a plus parlé, jusqu'au jour J. Je me souviens encore de la sensation d'enfiler ma robe à 300 $, les chaussures et les bijoux assortis. Je me disais que la petite moi serait fière. La vie me souriait, et en arrivant dans l'allée, j'étais bluffée. Une foule en costard et robe de créateur. Tout le monde qui papotait et riait. À l'intérieur, les lustres faisaient briller les tables remplies de mets raffinés. Je me prenais pour une princesse. Puis, Linda s'est approchée, toujours aussi tendue, mais elle m'a souri et m'a présentée à ses amis. Tout roulait jusqu'à ce qu'un blanc s'installe dans la conversation. Et là, Linda a balancé. « Vous savez, Lily ici présente a eu son premier bébé il y a plus de 2 ans et elle ne sait toujours pas changer une couche. » Toute la bande a explosé de rire, comme si c'était la meilleure vanne du siècle. J'ai pris sur moi et j'ai ri aussi, pour ne pas casser l'ambiance. Mais Linda ne s'est pas arrêtée. Elle n'arrive même pas à gérer ses enfants sans appeler sa nounou. Et une fois sa nounou n'a pas répondu, elle a dû m'appeler moi. « Tu te souviens, Lily ?» Tout le monde riait tellement qu'une invitée a failli renverser son champagne. « Linda, je ne sais pas comment tu fais. 3 ans sans nounou, tu es une vraie inspiration. » Soudain, toutes se sont mises à l'encenser. J'étais décidée à faire bonne figure, mais c'est là que tout est parti en vrille. Rapidement, les moqueries ont fusé. Linda me traitait de fainéante, d'incompétente, de mauvaise mère, tout ça en plaisantant devant tout le monde. Et comme l'attention revenait sur elle et ses années de leçons de parentalité qui portaient leurs fruits, j'ai décidé de reprendre la main. J'ai discrètement filé voir les enfants et j'ai provoqué une petite crise de larmes. Rien de méchant, j'ai juste fait des grimaces. 2 ont rigolé, mais le 3e s'est senti mis à l'écart et s'est mis à pleurer, entraînant les autres avec lui. Rapidement, ils hurlaient plus fort qu'un bébé dans un avion. « Dis donc, Linda, il me semble que tes enfants pleurent. Tu ne voudrais pas nous montrer ce que tes super cours de parentalité t'ont appris et les calmer ?» Elle a ouvert de grands yeux, paniquée, alors que la moitié des invités la regardaient aller chercher ses petits. Elle en a pris un dans les bras, a essayé de le bercer, mais il hurlait encore plus. Et les 2 autres ont suivi. En quelques secondes, le silence est tombé. Tout le monde observait Linda incapable de calmer ses enfants. Je suis restée là, un petit sourire en coin, jusqu'à ce qu'elle me lance un regard désespéré. Il m'a suffi de quelques minutes pour que les enfants retrouvent le sourire. Ses amis ont alors commencé à s'extasier sur mon don avec les enfants, et plusieurs m'ont proposé d'être leur nounou, avec salaire doublé ou triplé. J'étais ravie, mais je n'imaginais pas que Linda ne me laisserait pas partir comme ça. Il ne lui a pas fallu longtemps pour me montrer que les riches savent vraiment comment salir quelqu'un dans l'ombre. Dès le lendemain, la riposte a commencé. 3 appels manqués de Linda, puis un message sec. « Tu es renvoyé. Rends la clé de la maison aujourd'hui. » Je n'étais pas surprise, mais le choc est venu l'après-midi, quand en arrivant dans le hall de mon immeuble, un livreur m'a tendu un immense bouquet de fleurs exotiques. Sur la carte, j'ai adoré votre style hier soir. Parlons d'opportunité. Madison Montgomery, avec un numéro de téléphone. Madison, c'était la femme la plus chic de la soirée, couverte de diamants pour lesquels j'aurais bossé toute une vie. Alors que j'hésitais à la rappeler, Linda a frappé encore plus fort. Dès le soir même, j'ai appris qu'elle racontait partout dans le cercle des riches que je lui avais volé des bijoux. La première à me prévenir, c'était mon amie Sophia, assistante personnelle d'une autre famille du même milieu, qui m'a envoyé un message inquiet. Tout le monde parle du pendentif que tu aurais soi-disant volé dans la chambre de Linda. Et là, j'ai senti la panique monter, parce que jamais je n'avais touché à ces bijoux. J'ai immédiatement appelé Linda, les mains tremblantes de colère et de peur, mais elle m'a répondu avec cette voix doucereuse qui la caractérise. « Vous savez, les malentendus, ça arrive, mais j'ai déjà porté plainte à la police. C'est nécessaire pour l'assurance. »
À ce stade, il ne s'agissait plus simplement d'un licenciement. Elle voulait détruire ma réputation, voire me faire passer pour une criminelle. Paniquée, j'ai téléphoné à Madison, qui a décroché dès la première sonnerie, comme si elle attendait mon appel. « Je me doutais que vous me contacteriez », a-t-elle dit calmement, d'un ton parfaitement maîtrisé. Linda agit toujours de façon prévisible quand son orgueil est blessé. Madison m'a alors proposé de déjeuner le lendemain dans un restaurant dont le nom me disait quelque chose grâce au magazine People. J'ai passé la nuit à rassembler tout ce qui pouvait prouver mon professionnalisme chez Linda. Capture d'écran de ses messages de félicitations au sujet des enfants, photos d'activités soigneusement datées et localisées. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma plus belle tenue qui, après la soirée de la veille, me paraissait bien terne. Puis je suis partie rejoindre Madison. Le restaurant était encore plus impressionnant que je ne l'avais imaginé, avec un portier qui m'a dévisagé, visiblement peu convaincu par ma tenue sans marque, jusqu'à ce que je prononce le nom de Madison. Son attitude a alors complètement changé. Madison était déjà installée dans un coin, lunettes de soleil sur le nez et vêtue d'une tenue décontractée qui devait coûter bien plus que 3 mois de mon loyer. Linda a déjà contacté tous les invités de la soirée, m'a-t-elle expliqué en sirotant son eau pétillante. Elle leur raconte que tu es une voleuse qui monte les enfants contre elle. Elle s'est penchée vers moi, a retiré ses lunettes et m'a transpercé d'un regard à la fois acéré et calculateur. Tu n'as pas encore saisi comment fonctionne notre cercle. Linda n'a pas vraiment d'amis. On la supporte parce que son mari a les bonnes connexions. Madison m'a expliqué qu'elle dirigeait une agence de placement sur mesure pour familles fortunées, spécialisée dans la recherche de nounous, gouvernante et assistant personnel haut de gamme, et qu'elle m'avait observé attentivement lors de la soirée. Tu t'es occupée des enfants à merveille, et tu as su tenir tête à Linda avec classe, a-t-elle ajouté, avant de me proposer un poste chez l'une de ses clientes, payé presque 3 fois plus que ce que Linda m'offrait. Mais il y avait une condition. Il fallait d'abord blanchir mon nom, et Madison avait déjà un plan en tête. Ce qui a suivi a été une véritable immersion dans l'art de la guerre version grand luxe. Madison m'a présenté à son ami Aiden, un avocat dont la réputation n'est plus à faire et qui facture normalement 1 000 $ de l'heure, mais qui a accepté de m'aider juste pour le plaisir de voir Linda perdre la face. Ensemble, ils ont rédigé une lettre de mise en demeure, exigeant une rétractation écrite et sa diffusion à tout leur cercle social. À ma grande surprise, Linda a cédé presque aussitôt, envoyant un mail groupé où elle expliquait qu'il y avait eu un malentendu au sujet des bijoux disparus, retrouvés finalement dans son coffre-fort. Mais le mal était fait, ma réputation restait entachée, et Linda n'en avait pas fini avec moi. Chez les Harrington, une famille recommandée par Madison avec de charmants jumeaux de 4 ans, tout se passait à merveille pendant 2 semaines, jusqu'à ce que Madame Harrington vienne me trouver un matin, visiblement mal à l'aise. « Nous avons reçu des informations troublantes à votre sujet », m'a-t-elle annoncé d'une voix hésitante, en me montrant des impressions d'écran de réseaux sociaux prétendant m'appartenir, où l'on voyait consommation de drogue, contenu inapproprié, et même des propos racistes. J'ai senti mon estomac se nouer d'angoisse en découvrant ces fausses publications, habilement fabriquées à partir de mes photos, mais totalement inventées. La signature de Linda était évidente, mais le prouvé relevait de la gageure. Madame Harrington, heureusement, était plus ouverte que Linda. Elle m'a écoutée et a accepté de me laisser un peu de temps pour éclaircir la situation. J'ai aussitôt contacté Madison, qui a poussé un long soupir à l'écoute de mon récit. « Du Linda tout craché », a-t-elle commenté, avant de me donner rendez-vous dans un petit immeuble de bureaux discret, en centre-ville. C'est là que j'ai rencontré Dété, ancienne hackeuse reconvertie dans la cybersécurité pour ultra-riches. À peine la trentaine, cheveux bleus électriques, tatouages à foison, Dété semblait sortir d'un autre monde. Les problèmes des riches appellent des solutions de riches, a-t-elle plaisanté en commençant à remonter la piste des faux postes et à collecter des preuves de leur fabrication. En moins d'une journée, elle a confirmé que les publications avaient été créées via un VPN, mais elle avait trouvé suffisamment de traces pour remonter jusqu'au réseau domestique de Linda. Pas assez pour un procès, mais largement suffisant pour Madison. La suite de son plan m'a plongé dans la réalité impitoyable des jeux de pouvoir de ce milieu. Madison a organisé un déjeuner avec plusieurs femmes influentes, dont Molly Westfield, mariée au PDG de la banque, qui gère les hypothèques du mari de Linda. Entre 2 bouchées de salade raffinée et quelques gorgées d'eau pétillante, Madison a glissé, l'air de rien, quelques remarques sur l'attitude préoccupante de Linda. Molly a prêté une attention particulière, confiant que son mari pensait à revoir certains dossiers bancaires, s'inquiétant de l'intégrité de certains clients. J'ai compris, glacée, que ces femmes ne se contentèrent pas de bavarder. Elles démantelaient, de manière méthodique, les réseaux sociaux et financiers de Linda. À la fin du repas, la sentence est tombée. Linda serait exclue de 3 événements caritatifs à venir, ce qui, dans leur univers, revenait à une mort sociale. Entre-temps, les Harrington ont décidé de me garder, rassurés par l'analyse détaillée de Dété qui prouvait la fausseté des publications. Leur confiance signifiait tout pour moi, et je me suis investie sans compter auprès des jumeaux. 2 mois se sont écoulés sans encombre. Je prenais mes marques. J'accompagnais la famille dans leur maison de vacances au Hampton, puis dans leur chalet du Vermont. La rémunération était exceptionnelle, la famille respectueuse. Madison était devenue en quelque sorte ma mentor. J'avais presque réussi à oublier Linda, jusqu'à ce qu'un après-midi ensoleillé,
Alors que j'amenais les jumeaux jouer dans le parc du quartier, un endroit huppé avec sécurité privée et accès réservé, je l'aperçoive de l'autre côté de l'aire de jeu, entourée de ses 3 enfants. Nos regards se sont croisés, suspendus dans un instant de reconnaissance silencieuse. Son visage, d'abord surpris, s'emplit de colère, et sans perdre une seconde, elle rassembla ses enfants et se dirigea droit vers moi. Ce qui se passa ensuite me prouva à quel point la vengeance des nantis pouvait être raffinée. Au lieu de se donner en spectacle, Linda m'adressa un sourire éclatant, me salua chaleureusement comme si nous étions de vieilles amies, puis s'accroupit à la hauteur des jumeaux Harrington. « Bonjour, mes trésors », susurra-t-elle d'une voix sucrée. « Vous savez, votre nounou a aussi travaillé pour moi. Vous aimeriez connaître un petit secret sur elle ?» Avant même que j'aie eu le temps d'intervenir, elle leur chuchota quelque chose qui fit pétiller leurs yeux de curiosité. Ensuite, elle se releva, me lança un sourire acide et s'éloigna en tenant ses enfants par la main. Ce soir-là, Madame Harrington me fit venir dans son bureau, visiblement préoccupée. « Les jumeaux m'ont rapporté quelque chose d'assez troublant aujourd'hui », entama-t-elle, et je sentis mon estomac se nouer lorsqu'elle me répéta les rumeurs que Linda avait colportées. J'aurais été renvoyée pour avoir fouillé dans des affaires qui ne m'appartenaient pas, et je faisais pleurer les enfants volontairement. Même si Madame Harrington ne paraissait pas totalement convaincue, je voyais bien que le doute s'était installé. La confiance que j'avais mis tant de temps à gagner commençait à s'effriter. En larmes, j'ai appelé Madison pour tout lui raconter. Sa réaction fut sans équivoque. Il était temps de mettre fin à cette mascarade. Le lendemain, Madison me présenta Sage Donovan, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard perçant comme un scalpel. J'appris que Sage était une nettoyeuse, quelqu'un que les gens fortunés engageaient pour régler discrètement leurs soucis. « Je ne fais rien d'illégal », précisa-t-elle d'un ton calme, « mais je connais les petits secrets de tout le monde. » Sage expliqua qu'elle collectait des informations sur Linda et son mari depuis des années, à l'époque où elle travaillait pour un client intéressé par un partenariat avec eux. Ce qu'elle révéla alors me laissa bouche bée. Le mari de Linda cachait méthodiquement des biens en vue d'un futur divorce, tandis que Linda menait une liaison avec son coach sportif. « L'information, c'est le pouvoir », déclara Sage en faisant glisser une clé USB vers Madison sur la table. « Servez-vous-en à bon escient. » Le plan de Madison était d'une efficacité redoutable, tout en finesse. Elle organisa un dîner intime dans son duplex, conviant les Harrington, Linda et son mari, ainsi que quelques figures influentes de leur cercle. Cette fois, j'étais là non pas en tant que nounou, mais comme l'assistante de Madison, élégamment habillée et parfaitement informée du rôle à tenir. La soirée se déroula dans une ambiance feutrée jusqu'au dessert, moment choisi par Madison pour orienter subtilement la conversation sur le thème de la loyauté. J'ai toujours pensé qu'on reconnaît la vraie nature d'une personne à la façon dont elle traite ceux qui travaillent pour elle, lança-t-elle en fixant Linda. Par exemple, accuser un ancien employé à tort de vol ou fabriquer de fausses preuves pour salir sa réputation. Un silence de plomb s'abattit, tandis que Madison détaillait ce que Linda m'avait fait, preuve à l'appui concernant les faux messages sur les réseaux sociaux, avant de se tourner vers le mari de Linda. « Robert, je me demande si Linda s'est montrée aussi honnête avec toi qu'avec tous les autres ici présents ?» Ce fut un véritable effondrement orchestré. Madison distilla juste assez d'informations sur la liaison et les magouilles financières pour semer la zizanie entre Linda et son époux, chacun cherchant soudain à sauver sa peau, me laissant enfin tranquille. Les Harrington, sidérés, observèrent la scène, et Madame Harrington me lançait parfois un regard nouveau, plein de compréhension. Au terme de la soirée, Linda et son mari quittèrent les lieux chacun de leur côté. Linda en pleurs, Robert fou furieux. La semaine suivante fut un véritable tourbillon. Robert demanda le divorce, déclenchant des enquêtes sur les avoirs que Linda avait tenté de dissimuler. L'épouse du coach sportif rendit leur liaison publique, provoquant un scandale qui fit le tour du quartier. Fidèle à sa parole, Madison avait mis un terme à la descente aux enfers que Linda m'imposait. Désormais, Linda était bien trop occupée à sauver ce qu'il restait de son couple, de sa réputation et de sa fortune pour continuer à me nuire. Les Harrington, comprenant enfin la vérité, s'excusèrent de m'avoir soupçonné et m'offrirent même une belle prime en gage de confiance retrouvée. Alors que je m'imaginais pouvoir enfin souffler, un SMS d'un numéro inconnu s'afficha sur mon téléphone. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ce n'est pas fini. » Le message était accompagné d'une photo de moi prise ce jour-là, en bas de chez moi. Bouleversée, je montrai aussitôt le message à Madison, qui fit venir une experte en sécurité, Nova, pour inspecter mon appartement. Nova découvrit 2 caméras soigneusement dissimulées, l'une dans le salon, l'autre dans le couloir. « Travail de pro », marmonna-t-elle en les retirant. « Quelqu'un y a mis le prix. » Cette intrusion dans mon intimité me glaça, m'empêchant de fermer l'œil et me rendant paranoïaque au moindre bruit. Madison insista pour que je vienne m'installer chez elle, dans son appartement d'amis, le temps que l'équipe de Nova passe mon logement au peigne fin et le sécurise. Durant cette période, Madison m'en révéla davantage sur son passé. Elle aussi avait travaillé pour une famille aisée qui avait tenté de la briser après qu'elle eut repoussé les avances du mari. « Les riches pensent que leur argent les protège de tout », confia-t-elle, jusqu'au jour où ils tombent sur plus malins ou plus puissants que, quelques jours plus tard, tout se précipita. J'aidais les jumelles Harrington dans un projet artistique quand Madame Harrington débarqua, le visage blême. « Il y a un policier qui veut te voir », souffla-t-elle, abasourdie. « Il prétend enquêter sur toi pour harcèlement et menaces contre la famille de Linda. » L'agent était courtois mais ferme,
expliquant que Linda avait déposé une plainte avec demande d'ordonnance restrictive, s'appuyant sur des emails menaçants et plusieurs signalements selon lesquels j'aurais rôdé près de chez eux. Parmi les soi-disant preuves, des emails paraissant venir de mon adresse et des images floues de vidéosurveillance montrant une silhouette ressemblant à la mienne. De nouveau piégé, mais cette fois avec un risque judiciaire, je pus compter sur le soutien immédiat des Harrington, qui fournirent un alibi pour plusieurs des faits reprochés et prouvèrent que j'étais chez eux au moment concerné. Madison activa aussitôt ses réseaux. Elle appela Aiden, l'avocat, et Nova, la spécialiste sécurité, pour mettre en place ma défense. DT passa en revue les emails et comprit vite qu'ils avaient été envoyés grâce à une technique particulièrement poussée de falsification, leur donnant l'air de provenir de mon adresse. Mais aucun de nous n'avait anticipé le retournement brutal de la situation lorsque Robert, le mari de Linda, prit directement contact avec Madison. « Linda est allée trop loin », déclara-t-il lors d'un entretien privé auquel j'assistais. « Elle ne s'en prend plus seulement à toi. Elle me fait filer, menace de balancer nos affaires financières au fisc, et je soupçonne que c'est elle qui a fait installer ces caméras chez toi. » Son inquiétude ne portait pas sur moi, évidemment, mais sur lui-même. Linda était devenue une menace à neutraliser. Robert produisit alors la preuve qu'elle avait engagé un détective privé spécialisé dans la surveillance et la manipulation numérique. Avec les éléments récoltés par DT, cela suffit à faire lever l'ordonnance de restriction et à envisager des poursuites contre Linda pour dénonciation calomnieuse. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Un soir, en rentrant du travail, je découvris la porte de mon appartement entrouverte. Le cœur battant, j'appelai Nova sans entrer. Elle débarqua accompagnée d'une équipe de sécurité qui inspecta chaque pièce avant de m'autoriser à pénétrer. L'appartement était sans dessus-dessous, les meubles éventrés, les murs abîmés, et surtout, d'énormes messages menaçants écrits en rouge ornèrent le mur de ma chambre. La police accueillit ma théorie sur l'implication de Linda avec un certain scepticisme, arguant qu'une femme de son milieu ne se risquerait sans doute pas à un cambriolage ou à du vandalisme. Ce qu'ils ne captaient pas, c'était qu'une obsession peut faire sauter tous les verrous sociaux, même chez les plus privilégiés. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble s'étaient mystérieusement retrouvées illisibles durant la période de l'effraction, mais un voisin raconta avoir vu une femme portant un foulard et de larges lunettes de soleil s'éloigner à vive allure à l'heure supposée des faits. La description pouvait coller à Linda, mais restait trop floue pour l'identifier formellement. Madison, à bout de patience, trancha. « Ça suffit maintenant », annonça-t-elle en me parlant de ce qu'elle appelait son option nucléaire. Elle expliqua qu'au sein de leur monde existait une sorte de conseil officieux mais très influent, composé de familles fortunées depuis des générations, qui décidaient qui était fréquentable et qui devait être exclu. Jusqu'ici, Madison s'était retenue d'y avoir recours, estimant la mesure excessive, mais les agissements de Linda avaient franchi la ligne rouge. 3 jours plus tard, Madison m'emmena comme invitée à un gala de charité organisé chez les Blackwell, un couple âgé dont la famille aurait, paraît-il, possédé la moitié de Manhattan autrefois. L'opulence du lieu faisait paraître la maison de Linda presque modeste. Linda et Robert étaient présents, mais arrivés séparément, ce qui n'échappa à personne. Tout au long de la soirée, j'observais Linda systématiquement mise à l'écart. Les conversations s'interrompaient à son approche. Les gens trouvaient aussitôt un prétexte pour s'éclipser dès qu'elle se joignait à eux. Madison m'expliqua que des rumeurs sur le comportement de Linda circulaient désormais discrètement, non pas comme de simples ragots, mais pour des raisons de sécurité. « La seule chose que ce cercle ne tolère jamais, c'est l'imprévisibilité », glissa Madison à mi-voix. « Ils peuvent fermer les yeux sur la cupidité, les liaisons, même quelques entorses à la loi si tout reste discret, mais un comportement instable qui menace de créer un scandale, ça, c'est rédhibitoire. » Le point d'orgue survint quand Madame Blackwell, une petite femme d'une 60aine d'années à l'autorité naturelle, aborda le sujet dans son discours, sans citer personne. Elle rappela les règles de savoir-vivre et expliqua que ceux qui manquent de décence n'ont pas leur place dans la société. À ce moment-là, son regard s'est posé sans équivoque sur Linda, provoquant un malaise palpable. Plusieurs invités se sont physiquement éloignés d'elle, comme si sa disgrâce risquait de les contaminer. À la fin de la soirée, Linda était totalement isolée. J'ai même failli éprouver de la compassion jusqu'à ce que les souvenirs des caméras, du vandalisme et du faux rapport me reviennent. L'expression de Linda en quittant le gala, seule, m'est restée en mémoire. Un mélange de fureur, d'humiliation et la prise de conscience crue qu'elle avait tout perdu socialement. Je pensais alors que le pire était derrière moi, qu'elle allait se retirer pour panser ses plaies et préparer son divorce. Je me trompais lourdement. 3 jours après le gala, Madison m'appela de bon matin, la voix tendue. « Regarde ta boîte mail », ordonna-t-elle. J'y trouvai un mail d'un expéditeur inconnu, avec une vidéo en pièces jointes. À peine visionnée, j'ai eu la nausée. On me voyait, par un montage terriblement bien fait, maltraiter les jumeaux Harrington. Je criais, les bousculais, les ignorais alors qu'ils pleuraient. Les images, issues des caméras de surveillance des Harrington, avaient été manipulées à l'aide d'une technologie deepfake sophistiquée, mêlant vraies séquences et scènes truquées jusqu'au son. Un message laconique accompagnait la vidéo. Cette vidéo sera envoyée à la police et aux Harrington dans 24 heures, à moins que tu n'avoues publiquement avoir tout inventé contre Linda. Les mains tremblantes, j'ai tout transféré à Madison, DT et Aiden. En moins d'1 heure, ils étaient réunis chez Madison. DT confirma qu'il s'agissait d'un deepfake d'une qualité telle qu'il faudrait du temps et l'avis de spécialistes pour le démontrer.
Ce n'est pas du boulot d'amateur, commenta-t-elle, sombre. Quelqu'un a mis la main à la poche. L'ultimatum de 24 heures compliquait tout. Aidan recommanda de prévenir immédiatement les Harrington, pour éviter qu'ils ne découvrent la vidéo par surprise. En la découvrant, Madame Harrington fondit en larmes, non parce qu'elle y croyait, mais à cause du réalisme glaçant des images. Nos propres caméras de sécurité, répétait M. Harrington, cherchant à comprendre comment leur système ultramoderne avait pu être piraté. Ce qui se passa ensuite me révéla le dernier secret du monde des riches. Acculé, il n'hésite pas à tordre les règles. Madison téléphona à une personne qu'elle désigna uniquement comme un vieil ami, évoquant vaguement un service dont elles avaient reparlé après l'affaire de Marseille. 2 heures plus tard, un homme nommé Drax se présenta chez Madison. Avec son costume parfait et son accent distingué, il aurait pu passer pour l'un des leurs, mais il dégageait quelque chose de différent, une dureté dans le regard qui trahissait des épreuves bien loin du confort et des privilèges. Drax étudia minutieusement tous les éléments rassemblés au sujet du harcèlement dont Linda avait été victime, s'attardant sur la fameuse vidéo deepfake. Il posa des questions directes sur la routine de Linda, sur sa situation depuis la rupture avec Robert et sur les personnes qui auraient pu avoir accès à ses comptes et ses appareils. Il conclut, tout simplement, « Je m'en charge ». Je n'ai jamais su précisément ce que Drax avait fait, mais les conséquences furent immédiates et terribles pour Linda. Le soir même, le mystérieux compte mail envoya un nouveau message. « Je retire ma menace et toute action future contre vous. L'affaire est close. » Le lendemain, Linda vendit sa maison du jour au lendemain, retira ses enfants de leur école privée très prisée, et d'après les informations de Madison, elle partit s'installer dans une petite ville de l'Oregon, là où elle avait de la famille. Quant à Robert, bien décidé à divorcer sans faire de vagues, il raconta à leurs amis que Linda souffrait d'un grave problème de santé qui imposait un changement radical. Dans leur milieu privilégié, tout le monde accepta cette version sans discuter. Le scandale fut vite balayé par de nouveaux commérages. Il n'y eut jamais la moindre plainte contre Linda, aucune accusation ouverte. Elle disparut tout simplement du paysage, comme si elle n'avait jamais existé. Par la suite, j'ai continué à travailler chez les Harrington, qui m'avaient soutenue pendant toute cette histoire. Madison est devenue bien plus qu'une mentor. Nous sommes devenus amis. Elle m'a invitée à des soirées où j'ai peu à peu appris les codes et les subtilités de leur univers. Je n'ai jamais revu Linda, même si, parfois, je recevais une alerte m'indiquant qu'une personne dans l'Oregon avait consulté mes profils sur les réseaux sociaux. Les secrets des riches, au fond, ressemblent à ceux de tout le monde. Tromperie, complexe d'infériorité, soucis d'argent, famille compliquée, simplement avec plus de zéro sur les comptes et plus de moyens pour camoufler le tout. Mais ce que j'ai compris, c'est que leur pire crainte n'est pas de perdre leur fortune, mais d'être rejetés de leur cercle, de se retrouver exclus du monde qui donne du sens à leur vie. Ils sont prêts à tout, ou presque, pour éviter la disgrâce, même à détruire quelqu'un comme moi qui a eu le malheur d'entrevoir l'envers du décor. Il m'arrive encore, la nuit, de vérifier qu'aucune caméra n'a été installée chez moi, et je dors d'un œil, me demandant parfois si Linda reviendra finir ce qu'elle avait commencé. Mais alors, je repense aux mots de Madison, la dernière fois que je lui ai confié cette angoisse. Le problème avec des personnes comme Linda, c'est qu'une fois qu'elles ont tout perdu, il leur manque presque toujours, qu'il s'agisse d'argent, de relations ou même de force mentale, la capacité de rebondir et de se venger. Elles se rabattent généralement sur des cibles plus petites, juste pour retrouver un semblant d'importance. J'espère qu'elle a raison, mais j'ai assez observé les secrets des riches pour savoir que rien n'est jamais vraiment terminé avant qu'ils l'aient décidé. Je suis restée un moment à fixer mon téléphone, perdue dans mes pensées. Mon appartement me paraissait soudain trop silencieux, et ce calme devenait pesant. J'ai secoué la tête, attrapé mes clés, il fallait que je sorte, que je bouge. L'ascenseur était encore en panne. J'ai dévalé les escaliers 2 à 2. Dehors, l'air du soir m'a saisi. Ça faisait du bien après une journée enfermée. J'ai marché sans but précis. Le quartier avait changé depuis mon arrivée. Des cafés branchés avaient remplacé les vieux dîners, des boutiques élégantes avaient pris la place des anciens magasins familiaux. J'ai croisé un groupe d'étudiants qui riaient, à gorge déployée, insouciants. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais ressenti ça. Mon téléphone a vibré, c'était Madison. J'ai hésité à décrocher, mais elle avait toujours vu juste. J'ai finalement répondu. Elle s'est lancée, sans même me laisser dire bonjour, sur de nouveaux documents trouvés et les comptes offshore de Linda. Je lui ai avoué que j'avais besoin de souffler. Elle a compris, après un court silence. On s'est donné rendez-vous pour le lendemain, puis j'ai raccroché et repris ma marche. J'ai fini par arriver au parc, presque vide à cette heure. Quelques promeneurs de chiens, un couple assis sur un banc. J'ai trouvé une place sous un arbre. L'herbe était humide, mais peu importe. Je me suis adossée au tronc et j'ai laissé mon esprit ressasser tout ce qui s'était passé. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, avec ce mail anodin, venu d'un inconnu. La pièce jointe a tout bouleversé. Des relevés montrèrent que la société de Linda détournait l'argent de ses clients. J'ai d'abord refusé d'y croire. Linda était ma mentor, ma patronne, quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai supprimé le mail, mais 3 jours après, un autre est arrivé. Plus de preuves, plus de détails. Et puis encore un, puis un autre. Impossible à la longue de continuer à fermer les yeux. J'ai fini par en parler à Madison, la responsable conformité. Elle n'a pas semblé surprise. Elle avait des doutes depuis des mois,
On a passé des semaines à rassembler des preuves, à travailler tard au bureau, à se retrouver dans des parkings pour copier des fichiers à l'abri des regards. Toute cette histoire avait des airs de mauvais film, mais c'était pourtant bien réel. Quand nous avons eu assez d'éléments, nous sommes allés voir le conseil d'administration. Ils ne nous ont pas crus au départ. Linda était trop respectée, trop influente, trop bien entourée. Mais les preuves étaient indiscutables. Le conseil a organisé une réunion d'urgence. Linda est arrivée sûre d'elle. Elle en était ressortie brisée. Le lendemain, sa démission était annoncée. L'AMF a ouvert une enquête une semaine plus tard. Ses comptes ont été gelés, sa réputation s'est effondrée, ses amis ont disparu du jour au lendemain. J'ai vu, en direct, quelqu'un que j'admirais s'écrouler. Ce n'était pas la satisfaction que j'aurais cru ressentir, juste une immense tristesse et une goutte de pluie qui m'a frappé au visage. Je sentais la pluie redoubler et j'ai levé les yeux vers un ciel de plus en plus sombre. Il valait mieux ne pas traîner. Je me suis relevée et épousseté mon pantalon, puis mon portable a vibré à nouveau. Numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher, mais une intuition m'a poussé à répondre. Il n'y avait rien, juste une respiration, puis un déclic. L'appel a été coupé. Sans doute une erreur, mais ça m'a mis mal à l'aise. J'ai accéléré le pas vers mon immeuble, la pluie s'est abattue plus fort et je me suis mis à courir. Devant l'entrée, j'étais trempée. Le hall était désert, à part le gardien de nuit qui m'a salué d'un signe de tête alors que je passais. J'ai pris les escaliers, ça m'aidait à me remettre les idées en place, et je suis arrivée essoufflée à mon étage. Comme toujours, le couloir baignait dans une lumière blafarde. En m'approchant de ma porte, je me suis arrêtée net. Elle était entr'ouverte. Je ne laisse jamais la porte ouverte. Jamais. Paralysée, j'hésitais. Appeler la police, vérifier moi-même ou fuir. J'ai fini par pousser la porte précautionneusement. Tout était dans le noir. J'ai cherché l'interrupteur. Rien. Coupure de courant. J'ai sorti la lampe torche de mon téléphone et balayé la pièce. À première vue, rien d'anormal. Puis j'ai vu les papiers. Tous mes dossiers éparpillés au sol, l'ordinateur envolé, le tiroir des sauvegardes grand ouvert, vide. Quelqu'un savait ce qu'il cherchait. J'ai quitté l'appartement à toute allure et appelé Madison, les yeux rivés sur la cage d'escalier. Elle a décroché immédiatement et j'ai murmuré ce qui venait de se passer. Elle m'a ordonné « Quitte l'immeuble tout de suite, retrouve-moi à la planque et ne parle à personne ». J'ai raccroché, filé vers les escaliers. Le gardien m'a lancé un regard surpris. En me voyant ressortir si vite, je lui ai bafouillé un prétexte à propos d'un rendez-vous oublié. Il m'a suivi des yeux jusqu'à la rue. La pluie venait juste de s'arrêter. Les trottoirs luisaient sous les réverbères. Je jetais sans cesse des coups d'œil par-dessus mon épaule. Chaque passant, chaque voiture me semblait suspect. J'ai pris des rues au hasard, bifurqué dans une ruelle, longeant un dîner ouvert toute la nuit. J'ai même fait demi-tour 2 fois pour vérifier que je n'étais pas suivie. La planque, un box loué sous un faux nom par Madison, on l'avait prévu dès que l'affaire Linda avait pris un tour sérieux, au cas où, mais jamais je n'aurais cru devoir vraiment m'en servir. Le local était dans une zone commerciale déserte à cette heure. J'ai tapé le code du portail. Il a mis une éternité à s'ouvrir. Dès que j'ai pu, je me suis faufilée à l'intérieur. Notre box était tout au fond, à l'abri des regards et des caméras. J'ai utilisé la vieille clé que Madison m'avait confiée il y a des mois. Le cadenas rouillé a fini par céder dans un cliquetis. J'ai soulevé la porte juste assez pour passer. Madison était déjà là, éclairée par une petite lanterne à pile. Son visage était fermé, tendu. Pas de temps à perdre. Elle m'a tout de suite montré ce qu'elle avait trouvé. Linda possédait un autre compte, énorme, planqué aux îles Caïmans, qu'on avait raté. L'argent menait à des milieux louches, des gens à qui il vaut mieux ne rien devoir, ceux qui règlent les comptes pour de bon. Mon cambriolage n'était pas un hasard, c'était un avertissement, ou peut-être déjà la première attaque. Madison avait eu la présence d'esprit de déplacer ses documents les plus sensibles dans le box quelques jours plus tôt. Elle prévoit toujours 3 coups à l'avance. C'est sa manière de survivre dans ce métier. On a passé l'heure suivante à établir un plan. Il fallait disparaître, laisser retomber la pression. On avait dispersé assez de preuves dans des planques sûres. Les autorités avaient ce qu'il leur fallait. Mais pour nous, c'était la fin de la partie. Madison avait tout prévu. Cash, téléphone jetable, carte prépayée, fausses identités. J'étais bluffée et un peu effrayée par sa préparation. On a convenu de se séparer parce qu'il est bien plus difficile de pister 2 personnes. On devait se retrouver dans 2 semaines, à un lieu fixé d'avance, sans contact entre-temps, aucune communication électronique, juste les vieilles méthodes. Je suis partie le premier. L'air de la nuit avait changé, chargé d'une tension sourde. Chaque ombre devenait suspecte. J'ai marché 6 rues avant de trouver un taxi. J'ai donné au chauffeur une adresse éloignée de ma véritable destination, et je n'ai cessé de surveiller la route par la vitre arrière, personne derrière moi. J'ai payé en liquide, fait le reste du chemin à pied. Le motel était exactement le genre d'endroit où on ne pose pas de questions. Enseigne défraîchie, parking fissuré, tarif au rabais. J'ai donné l'un des faux noms de Madison, payé 3 nuits d'avance. La chambre sentait le tabac froid et la javel bon marché, le lit était creusé au milieu, la télé ne captait que 4 chaînes. Parfait, personne ne viendrait me chercher ici. J'ai à peine dormi, chaque bruit dans le couloir me faisait bondir. Chaque voiture sur le parking pouvait être celle d'un poursuivant. Le matin a fini par arriver, après une nuit interminable, et je savais qu'il fallait déjà partir. Rester ici serait trop risqué. Douche rapide, eau à peine tiède, j'ai attrapé des vêtements ordinaires, rien de voyant, dans le petit sac récupéré au box.
juste une silhouette parmi d'autres. Je suis sortie plus tôt que prévu, le réceptionniste n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai marché jusqu'à un arrêt de bus, pris le premier bus venu, peu importait la direction, il fallait juste continuer à bouger sans attirer l'attention. Des gens ordinaires autour de moi, partis travailler. J'enviais leur routine et leurs soucis normaux. Je suis descendue en centre-ville, acheté une casquette bon marché dans une boutique de souvenirs, puis j'ai trouvé un petit resto sombre avec une sortie sur l'arrière. J'ai commandé un café et des œufs, et je suis restée à observer la rue à travers la vitre. Aucun visage connu, personne ne semblait remarquer ma présence. La serveuse a rempli ma tasse sans rien dire, et j'ai laissé un bon pourboire en quittant, histoire qu'on ne se souvienne pas de moi comme d'un client radin. La semaine suivante, j'ai passé mes nuits à changer constamment d'endroit, toujours en payant en espèces, toujours sur le qui-vive, prêt à filer à tout moment. J'ai joint Madison une fois depuis une cabine téléphonique, comme on l'avait prévu pour rester en contact. 3 sonneries, je raccroche, je rappelle, et là, elle décroche avec notre phrase de code. Elle tenait le coup, elle bougeait sans cesse, restait prudente, et surtout, elle était saine et sauve. L'appel n'a pas dépassé la demi-minute, juste assez pour qu'on se rassure, pas assez pour qu'on puisse nous tracer. Puis, le 9e jour, je l'ai aperçu, le concierge de mon immeuble. Il était de l'autre côté de la rue, devant le café où je me trouvais, bien trop éloigné de l'immeuble pour que ce soit une coïncidence. Il fixait les vitrines, faisait mine de traîner, mais son regard scrutait la rue. Il cherchait quelqu'un, il me cherchait. J'ai laissé mon café à moitié terminé, je suis sortie par l'arrière en traversant la cuisine, les employés ont crié quelque chose, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai filé, traversé une ruelle, coupé par un grand magasin, ressorti par une autre sortie, pris le métro en direction du nord, puis un bus vers l'est, avant de marcher une bonne heure vers le sud. J'avais les pieds en feu, les nerfs à vif, mais j'étais encore libre, toujours en mouvement. J'ai déniché un nouveau motel, dans un autre quartier, avec un nom différent inscrit sur le registre.